C'est bon? Tout le monde est en place? Tout le monde est bien assis? Voilà. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette 31e roulade littéraire corsée. Alors, comme il y a plein de nouvelles personnes dans le public, ce qui est très chouette, je vais me permettre d'un peu rappeler ce que sont les roulades littéraires corsées. Donc, les roulades littéraires corsées se veulent un lieu de rencontre, de découverte et d'échange autour de la littérature et du livre. Et donc, on a déjà eu sur le tabouret des écrivains, des éditeurs, des traducteurs, des illustratrices, des poétesses. Vraiment, on essaye d'aller vraiment dans la diversité, dans la richesse culturelle. On a déjà eu aussi des libraires, des bibliothécaires. Et ce soir, pour cette 31e roulade littéraire corsée, eh bien, on reçoit Anne Duvivier. Et avant même de commencer l'entretien, j'aime bien expliquer en fait pourquoi plutôt un auteur ou une écrivaine, on verra quel terme tu préfères d'ailleurs, plutôt qu'un autre. Et donc en fait, on t'a proposé, Willy et moi, de venir ce soir. Que tout d'abord, moi j'ai une affection toute particulière pour toi et tes livres, puisqu'en fait il y a quasiment 4 ans, jour pour jour, même 5 ans en fait, tu es venu à la bibliothèque de Watermal-Boisfort pour ce qui était un de tes tout premiers entretiens, avec un échange risqué. Depuis, tu en as sorti 2 autres et on va en parler du cheminement, de l'écriture. Et puis aussi, parce que, et ça tu n'as peut-être pas remarqué, c'est que on est au milieu d'un triangle romanesque des lieux. Parce que si on prend tes 3 ouvrages, on a dans le premier ouvrage un échange risqué, le loft de la rue Sans Souci, qui se trouve juste là-bas. Dans le deuxième ouvrage, on a le Lavomatique et le salon de coiffure de la place Flagey, qui est juste en bas dans mon dos. Et dans le 3e ouvrage, on a l'avenue Louise ou la place du Sablon, du Grand Sablon. Donc voilà, on peut faire un triangle et on est au milieu du triangle des lieux de ton roman. Mais oui, monsieur Bruxellois, je ne peux pas le cacher. Donc voilà. Et justement, moi je trouve toujours intéressant de commencer. Alors, parfois je vais voir un peu sur internet s'il y a des pages Wikipédia ou quoi. Et donc en tout cas, je me suis dit que c'était intéressant de lire en fait les 3 présentations sur tes 3 ouvrages. Quand on aura 45, je ne le ferai plus. D'accord. Alors, Tu parles de son âge? non, des livres qu'elle aura écrits. Donc, sur le premier ouvrage, il est mis Anne Duvivier vit à Bruxelles. Après avoir été responsable de la communication dans un grand groupe immobilier, elle exerce aujourd'hui en tant que psychothérapeute. Un échange risqué est son premier roman. Dans le second, My Brussels Beauty, il est écrit Anne Duvivier vit à Bruxelles. Elle aime lire, écrire, marcher, voyager. Pas beaucoup de temps pour aller chez le coiffeur, mais pour construire l'intrigue de My Brussels Beauty, elle a fait une exception. Son premier roman, Un échange risqué, a été salué par la presse. On arrive au 3e livre. Et là, Anne Duvivier vit à Bruxelles. Elle aime lire, écrire, marcher, voyager. Un amour de psy est son 3e roman. Donc en gros, la grosse différence, si on joue à qu'est-ce qui a disparu entre le premier, le 2e et le 3e, tu as la réponse? Ben, c'est ma vie d'avant. Voilà, c'est effectivement ta vie dans l'immobilier, hein, puisque tu es passé par là. Ben oui. Et donc, en lisant ces 3 petites présentations, on découvre directement de quoi partir dans l'aventure de ton œuvre. C'est que tu aimes Bruxelles, parce que c'est dans les 3 ouvrages et plutôt plusieurs fois qu'une fois. Il y a la psychologie, on parlera quand même un peu des personnages de tes ouvrages. Et puis, moi j'ai retenu un terme, je dirais que tu es une romancière de l'origine. C'est-à-dire que dans tes 3 ouvrages, il y a toute la question de ce que l'on est, mais surtout, est-ce que finalement on connaît vraiment ses racines? Est-ce que l'on sait qui est son papa, qui est sa maman, qui est son frère, qui est sa sœur? Et il y a l'image du papillon qui était sur ton premier livre. Il y a la chrysalide, c'est un premier stade, la chenille, un 2e stade, le papillon, un 3e stade, et généralement quand le papillon devient papillon, c'est qu'il va s'apprêter à mourir. Donc, est-ce que tu as cette volonté-là de
de vraiment... Est-ce que d'abord, comment est-ce que tu es arrivé à l'écriture dans ton enfance? Est-ce qu'il y a eu un choc de lecture et puis un choc d'écriture? Non, j'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années, simplement par curiosité. J'ai été à des ateliers d'écriture, ça me plaisait. Et puis j'avais des tas de petits bouts de texte dans des cahiers. Et puis un jour, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et j'ai commencé à écrire un roman. Mais c'est assez récent, c'est 9 ans ou 8 ans. Je suis une lectrice plutôt éclectique. Je lis un peu de tout. Je n'ai pas une culture littéraire particulière. Et en fait, j'écris parce que ça m'amuse. Quand je commence à écrire, je suis dans un autre univers. J'invente des personnages, je leur invente des histoires. Et je me rends compte que j'oublie le temps. Enfin, je ne sais plus quelle heure il est. Et donc ça, pour moi, c'est un signe que je suis vraiment dedans. Et j'ai beaucoup de plaisir à ça. Donc, mais je n'ai pas un message existentiel à faire passer. Mais tu as quand même la recherche de situation, parce que si on prend par exemple dans ton dernier ouvrage Angelo, Oui. il y a toute une construction, alors qu'on ne va pas dévoiler pour pas spoiler les gens qui ne l'ont pas encore lu, mais comment est-ce que te vient par exemple ton personnage? Est-ce qu'il y a un peu de greffe de ce que tu as pu voir dans ton métier de psychothérapeute? J'imagine que oui, malgré tout, mais c'est pas très conscient. Quand j'écris, je suis pas du tout psychothérapeute. Et Angelo, je suis partie d'un personnage, il a 59 ans, il a un peu du mal à l'idée de vieillir. Sa femme va le planter parce qu'elle est amoureuse d'une femme. Donc là, ça le remet quand même un peu en question. Et je me suis amusée à le mettre dans des situations un peu difficiles. Il y a ses enfants qui lui fourquent ses gosses malades, il y a sa mère qui lui casse les pieds. Et en fait, il est supposé savoir, puisqu'il est psy, mais en fait, il ne sait plus rien du tout, il s'emberlificote dans son existence. Et donc ça, c'était mon point de départ. Mais je n'avais pas une idée précise d'où j'allais aller avec ça. Donc c'est en fait mon personnage, je l'ai construit au fur et à mesure, et c'est un peu lui qui m'a guidée dans des situations parfois quand même très limites. Pour un psy. Alors, sur le premier roman, déjà, comment est-ce que tu es rentré en écriture? Tu as dit que c'était il y a 8-9 ans, Oui. il y a un désir d'amusement, mais vraiment, alors il y a la participation à un atelier d'écriture, c'est venu comme ça, et puis comment s'est fait le cheminement jusqu'à l'envie de publier? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent écrire toute leur vie et ne jamais spécialement chercher à publier. Alors, effectivement, c'est de l'amusement, mais c'est aussi du travail. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait d'études littéraires, donc je ne savais pas du tout, je ne connais pas les règles de l'écriture, de la narration, donc j'ai dû apprendre tout sur le tas. Et c'est vrai que les ateliers d'écriture m'ont aidé parce que en cours de production du travail, j'avais des lecteurs qui me posaient des questions et ça m'a aidé à construire petit à petit l'histoire. Et puis il faut aller quelque part au début. Commencer à raconter une histoire pour moi n'est pas très compliqué, donc je peux mettre plein de personnages et des situations, mais il y a un moment où il faut essayer quand même de rassembler ces fils et aller quelque part. Et notre animatrice d'atelier d'écriture, qui est Eva Cavian, pour ne pas la nommer, nous invite toujours à regarder, mais quel pourrait être le pire du pire pour ton personnage? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des événements difficiles, qu'il y ait des épreuves. Et donc ça m'a aidé petit à petit à construire. Je dois dire que parfois je me suis aussi égarée et perdue. Il y a eu des romans que j'ai mis sur le côté en me disant non, là ça va pas, je n'y suis pas. Donc effectivement, des romans sur le côté, ça veut dire que il y en a plusieurs et que ceux-ci sont les 3 qui sont arrivés à maturation, qui Voilà. ont abouti. Est-ce qu'ils sont tous nés en atelier d'écriture? Parce que, est-ce que tu peux un peu justement expliquer le travail? Parce que bien souvent, quand on a quelqu'un sur le tabouret ou encore la forme du livre, c'est l'écriture, c'est un monde de solitaire, je suis seul face à mon ordinateur, etc. Et toi, tu viens plutôt du milieu de l'atelier d'écriture, avec le fait d'avoir cette capacité, et je te demanderai si tu le fais avec ta famille aussi, de pouvoir montrer ton livre en cours de construction, alors que certains auteurs, vous ne verrez rien jusqu'à ce que ça soit sorti. Mes proches, certainement pas.
Mais mes collègues d'atelier d'écriture, oui, et c'est un processus que l'on fait ensemble. Donc c'est un atelier d'écriture où on est environ 10 personnes, on est engagé pour une année, et chacun travaille sur son propre roman, et on se voit une fois par mois. Et une semaine avant le jour où on doit se voir, on s'envoie les textes, et on travaille en sous-groupe de 3, donc on a lu les productions des uns des autres, et on se critique, dans le sens, pas de dire « oh, c'est bien ce que tu as écrit », mais au contraire de poser des questions. C'est « mais enfin, la fois dernière, ton personnage, tu lui as fait faire ça, ça ne tient pas trop la route avec ce que tu lui proposes de faire maintenant ». Donc moi, ça m'oblige à continuer à réfléchir, avec toute la difficulté, c'est qu'il faut entendre les remarques des autres sans perdre son propre fil malgré tout. Ça, c'est quand même parfois pas simple. Mais moi, c'est en tous les cas quelque chose qui me donne un cadre de travail. Sinon, j'ai un boulot, j'ai une vie familiale et je pourrais facilement oublier d'écrire. Or, j'ai envie d'écrire. Et donc là, je suis moralement tenue, engagée de produire un certain nombre de pages tous les mois. Et ça me donne vraiment, ça me soutient, ça me donne un cadre. Et en même temps, il y a des amitiés qui se créent. Et donc, je vois mon amie Nicoletta qui est là. Des ateliers d'écriture. Le plan d'écriture est développé dès le départ, c'est-à-dire qu'avec, pour citer Angelo ou Jean dans le premier... Mais ça dépend, chacun travaille à sa façon. Alors, il y a des personnes qui sont très méthodiques, qui avant même de commencer à écrire un roman, ont déjà tout le séquentiel de tous les chapitres qu'ils vont écrire. Moi, j'ai rien. J'arrive, je me dis, bon, mais j'ai envie de commencer un roman. Le dernier, c'est Angelo, j'ai envie un peu que ça soit un peu un anti-héros, un personnage un peu barge. Je vais l'appeler Angelo, c'est déjà un peu un nom improbable et difficile à porter. Et puis je ne pars qu'avec ça. Mais en fait, j'ai déjà essayé de construire davantage, et en fait, ça me casse les pieds. Parce que j'ai l'impression que je fais des devoirs. C'est ce que j'allais te demander, parce que tes personnages ont une construction... Tu es une romancière très détaillée en fait, hein, et on en parlera après pour Bruxelles. Mais tes personnages ont vraiment un passé, un présent, ils ont des liens familiaux, ils ont des noms de famille, des prénoms. Pour certains, par exemple, c'était le cas dans le premier, l'adresse était... on pouvait trouver, on pouvait aller voir le bâtiment rue sans souci. Oui. Et donc justement, il y a quelque chose de très construit dans les personnages qui laisse à penser que... alors peut-être pas documenté parce que c'est pas non plus du roman historique, mais qu'en tout cas tu prends le temps de construire tes personnages avant même de construire l'intrigue, et que finalement ce qui prime c'est le personnage et la couleur et la force du personnage sur l'éventuelle intrigue, et que probablement même ça le détermine. Si tu le dis. Parce que là c'est pas volontaire, je pense que ça se fait vraiment... au fur et à mesure. En fait, je ne réfléchis pas beaucoup quand j'écris. Je me laisse aller, et je pense que c'est ça que j'aime bien. C'est d'inventer au fur et à mesure. Une sorte de fuite, de rencontre... Je ne sais pas si c'est une fuite, peut-être c'est un peu de paresse. Commencer à construire un personnage sans même l'avoir déjà vu un petit peu vivre dans des circonstances romanesques, je n'y arriverai pas, ça me semble artificiel. Donc c'est petit à petit, en lui faisant faire des choses à ce personnage, des actions, que je commence à le visualiser. Alors peut-être je me dis, ben oui, alors il faudrait peut-être qu'il ait un père ou une mère, et c'est qui ces gens, et ça se construit petit à petit. Je ne suis pas très organisée. En tout cas, les livres n'en donnent pas l'impression. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant quand on prend les 3 livres, c'est l'évolution. Parce que, comme je le dis toujours, et on en parlera de ce que tu as vécu, ressenti au moment de la publication du premier. Le premier, c'est toujours l'inconnu pour le lecteur. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'espoir, sauf si vraiment on connaît l'écrivain ou l'écrivaine en particulier. Le second, par contre, c'est toujours plus compliqué, je trouve, et c'est pour ça que c'est bien que tu sois arrivé à 3, parce qu'au moins tu as fait valider que jamais 2 sans 3, et que tu ne t'es pas pris les pieds dans le tapis sur le second. Parce que comme je dis toujours, le second, quand on a lu le premier, on a des attentes, on a des espoirs, on se dit j'ai bien aimé le premier pour toutes ces raisons-là,
J'espère retrouver la même chose dans le deuxième, mais que ça soit quand même différent, que ça aille un cran plus loin, parce que sinon c'est moins marrant. Et puis le troisième, soit on a aimé le deuxième et on est encore avide de découvrir, soit on a eu un petit problème sur le deuxième, et c'est le roman pour le lecteur des retrouvailles, je dis toujours, et généralement, malheureusement pour l'écrivain, quand au troisième livre la retrouvaille ne se fait pas, ça va rarement, en tout cas le lecteur ne va pas vers le quatrième livre. Et donc, dans cette évolution-là, est-ce que toi tu en as conscience d'une écriture qui se libère? Parce que j'ai l'impression que dans le premier, il y a... Alors, on parlera aussi du fait que c'est 3 éditeurs différents et ça peut avoir son influence. Il y a une retenue dans le premier, il y a une dispersion dans le deuxième, et il y a une affirmation très forte dans le troisième. Est-ce que tu en as une notion? Est-ce que... Oui, je suis assez consciente qu'il y a quelque chose qui a évolué dans mon écriture. En tous les cas, ce troisième, je me suis lâchée, je me suis amusée, je me suis pas posé 36 000 questions, et je pense que l'écriture, elle est plus... Je fais ce mouvement-là parce que je n'ai peut-être pas de mots. Elle est plus affirmée. Oui. Alors, je vais me permettre juste de lire la page du livre. Parce que, enfin, c'est toujours compliqué de prendre un extrait dans un livre, parce que c'est décontextualiser évidemment l'extrait. Donc, j'ai pris cet extrait-là et on va en parler. Le minuscule rectangle de poils noirs est bouclé, à peine plus large qu'un ticket de métro parisien, planté au beau milieu du mont de Vénus de Béatrice Minet, laisse en Angelo pantois. Il n'a jamais rien vu d'aussi joli, d'aussi charmant, d'aussi inattendu, sinon sur Internet. Le pubis d'Anna, en comparaison, c'est la forêt de soigne. Aucun défrichage. Circuler, il n'y a rien à voir. Sentant son excitation monter en flèche, d'autant qu'à présent sa patiente, les yeux fermés, roucoule, Angelo tire sur le slip qui lui barre encore le passage. Dans sa précipitation, il entortille la dentelle autour de l'élastique. Impossible de le faire descendre. Agenouillé entre les mollets de Béa, il tire de plus belle. « Vas-y » murmure Béa d'une voix comateuse. Couchée sur le tapis, elle a les bras allongés derrière la tête. Offerte, satané slip, peste Angelo. Il s'y prend comme un manche, un boy scout, renonçant momentanément à le faire coulisser plus bas. Il se concentre sur la jupe qui, remontée jusqu'à la taille, fait comme une bouée. La fermeture éclair ne se fait pas prier. En moins de 2, l'imprimé fleuri rejoint sur le tapis les vêtements qu'un à un Béa lui a arrachés. À peine avait-elle poussé la porte de son cabinet. Au lieu de s'asseoir, elle s'était approchée de lui, avait murmuré quelque chose d'inaudible, et ils s'étaient retrouvés, les lèvres collées aux siennes, leurs langues emmêlées. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Elle lui déboutonnait sa chemise, lui caressait le ventre. Il s'était laissé faire 3 points de suspension. Ben oui. Il y a plusieurs questions. Alors, c'est l'esprit du livre. Je dis toujours c'est décontextualisé, mais quand on est dans le livre, il y a une certaine liberté, on va le dire, sexuelle sur le livre. Ça, il y a une volonté à la base. Comment est-ce qu'on produit ça jusqu'au bout? Est-ce que alors tu dis, tu te sens totalement libre quand tu écris, tu ne réfléchis pas et tout. Est-ce qu'à la lecture, on se dit, il faut, entre guillemets, assumer ou pas? Et qu'est-ce que, à tes yeux, ça apporte dans le livre? Alors une fois qu'on a lu tout le livre, on le comprend, mais... Ben, c'est sûr, ça parle du personnage qui outrepasse les limites de ce qui est faisable en psychothérapie. Mais par rapport à l'écriture d'une scène assez descriptive, je ne pense pas que j'aurais osé dans mon premier roman écrire une scène comme celle-là. Et dans ce troisième roman, parce que je trouvais que ça allait bien avec le personnage, je me suis sentie plus autorisée, plus libre, effectivement, d'y aller. Parce qu'effectivement, quand on lit le premier roman, à certains endroits, il y a les prémices de cette scène-là, de cette force d'écriture qu'on avait moins dans le deuxième, et c'est là que je disais que parfois on se perd un peu en lecture. Et donc, c'est vraiment... Est-ce que toi, tu vois la progression vers où tu veux aller? Tu vois certains écrivains, quand ils commencent à écrire, ils savent qu'en gros, c'est pas les trois livres déjà faits qui les intéressent, mais que c'est le 8e, le 9e... Voilà, François-Xavier, ça je ne sais pas. En tous les cas, j'ai envie de continuer, ça c'est clair. Je sens qu'il y a quelque chose qui
qui s'est libéré et que peut-être ce livre ici a aussi de l'humour, peut-être beaucoup plus que dans les deux autres. Et je pense que c'est dans ce registre-là que je suis assez à l'aise de pouvoir dire des choses finalement assez graves, mais avec légèreté. Et là-dedans, je me sens plutôt bien. Alors effectivement, parce qu'on va, sans trop dévoiler, on va quand même parler des sujets du livre. Oui. Pour le pitcher sans trop dévoiler. Donc on a parlé d'Angelo, qui est psychologue, qui est depuis 30 ans en couple avec Anna, et il apprend un beau matin que Madame s'en va, et Madame s'en va non pas pour un messieur, mais pour une Madame. Donc il y a déjà toute cette question de l'identité sexuelle qui est très forte dans l'actualité aujourd'hui, de se rendre compte qu'au bout de 30 ans, on peut avoir l'impression d'avoir fait fausse route ou de vouloir aller vers ailleurs. Il y a toute la question aussi de la paternité, et tu en parlais dans un des entretiens dernièrement. Finalement, le père, est-ce que c'est celui qui donne la vie? Est-ce que c'est celui qui éduque l'enfant, lui apporte des choses au quotidien, si ce ne sont pas les deux mêmes personnes? Donc il y a tous ces sujets-là, parce que je lisais en préparant la rencontre, une critique qui disait que c'était des livres fort légers, un peu détente, etc. Un peu burlesque aussi. Un peu burlesque pour citer le carnet des instants. Oui. Mais c'est quand même la possibilité d'aborder des sujets de société importants, Oui. en traçant des pistes, en laissant des ouvertures, parce que dans le personnage d'Angelo et dans le personnage de Béatrice, etc., il n'y a pas de jugement de c'est bien, c'est pas bien, il aurait fallu ou pas. Là, il y a quand même une volonté quand on fait ça. De laisser ouvert, tu veux dire? Oui, de laisser ouvert, mais d'explorer, de parcourir, oui, bien sûr. de prendre des sujets. Oui, bien sûr. Finalement, ce sont des personnages éminemment humains, comme on peut en rencontrer, avec leurs difficultés de vie, leurs problèmes. Et c'est vrai que j'ai pas envie d'écrire un roman psychologisant sur les états d'âme, ça va me casser les pieds. Donc, mais ces personnages, ils sont animés de plein de choses, leurs vies sont pleines de contradictions, et c'est ça dont j'ai parlé, mais avec de l'humour, avec de la légèreté. Et le personnage d'Angelo, je l'aime bien ce personnage en fait, parce qu'il se prend les pieds dans le tapis sans arrêt, mais quelque part, il rebondit chaque fois. Finalement, c'est un bon gars, et voilà, il se débrouille quoi, à sa façon. Alors, dans tes livres, donc on a parlé déjà beaucoup de psychologie, parce que c'est fortement présent, mais il y a un personnage qui n'est pas vraiment un personnage, mais qui finit par l'être, c'est Bruxelles. Ah oui. Cette importance de Bruxelles, oui. Et où, au lieu de simplement dire une fois, voilà, ça se passe à Bruxelles, tout est vraiment très détaillé, et pour ne reprendre les citations que du dernier, il y a une passion ou une volonté, ou les deux, à citer des commerces. Il y a la ville La Lorraine, il y a Exquis, il y a le pain quotidien, il y a le Carrefour Express, dont l'enseigne n'est pas bleu et rouge mais verte. C'est vrai? Ah bon? Voilà. Ça c'est pour le détail entre deux livres. Est-ce que tu pourrais envisager d'écrire un livre qui ne se passe pas à Bruxelles? Est-ce que c'est une façon aussi de revendiquer une certaine belgitude? Et ça va nous amener à parler de ton premier éditeur et de comment tu es rentré sur la scène littéraire belge et bruxelloise. Non, je crois que je ne revendique rien du tout en parlant de Bruxelles, mais ça me permet de visualiser. J'ai besoin de voir, quand je commence une scène, un nouveau chapitre, j'ai besoin de savoir où sont mes personnages, et très concrètement, dans quelle rue ou dans quel genre de maison. Et donc, comme je suis bruxelloise, j'habite cette partie ici de la ville, c'est souvent dans cette partie ici de la ville que je situe. Et donc ça m'aide parce que je les vois bouger, agir, etc. Donc c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Non, mais c'est vrai que je suis une bruxelloise, je suis née ici, c'est ma ville. Et donc je dois sans doute avoir une affection particulière aussi pour Bruxelles que je me découvre. Okay. Parce que je m'étais demandé justement s'il n'y avait pas une question d'énergie de la ville et que oui. Tu choisis plutôt la ville que par exemple l'approche banlieue. Alors, dans un haut-duc, hein, mais c'est pas considéré comme l'approche banlieue, c'est encore Bruxelles, ou la mer du Nord, ou des territoires urbains. Je pense qu'effectivement, j'ai besoin de connaître de l'intérieur ce que je vais décrire.
et peut-être décrire un paysage, par exemple la campagne que je connais moins bien, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Donc pour l'instant, je me contente de faire ce que je connais. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un personnage de psy, parce que souvent on dit que c'est plus simple de décrire des univers que l'on connaît, que l'on côtoie. Et voilà, c'est mon quotidien de ces dernières années. Et donc je suis partie là-dedans parce que je connais les petits travers des psys et je sais comment ils peuvent être les uns avec les autres. Et voilà. Et donc là, c'est un terreau en fait que j'utilise. Alors justement, avec le personnage dans celui-ci, il y a quelque chose d'un peu neuf, dans le sens où le personnage est masculin, là où dans un échange risqué, on alternait entre Jane et le jeune homme. Et donc, il y avait aussi bien le point de vue masculin que féminin. Dans le second, on était beaucoup plus sur un point de vue féminin du fait de la coiffeuse. Et ici, est-ce que le fait de prendre Angelo était une nécessité ou est-ce que ça aurait pu être une femme? Enfin, c'était un peu plus complexe pour l'histoire, mais est-ce que tu penses qu'avoir mis un homme au devant du récit t'a évité de pouvoir t'identifier, de te laisser une certaine liberté justement oui, de mettre de fait, parce que c'est quand même pas simple en tant que psy d'écrire sur les psys et des psys qui complètement décalés. Et donc ça m'a permis d'avoir du recul et de pouvoir être libre, parce que je me fais quand même délirer ce personnage à certains moments. Et donc ça m'a donné la liberté que peut-être je n'aurais pas eu si j'avais pris un personnage féminin. Puis j'ai trouvé ça très gai en fait d'être dans la peau d'un homme. Mais oui, c'est assez nouveau, ça donne des libertés. Bienvenue. Oui. Ce qui est nouveau aussi dans le troisième livre, c'est l'évolution de la vie, puisque dans les premiers, il y avait souvent des naissances, des enfants en bas âge, des questionnements liés à ça. Et dans le dernier, sans dévoiler sur quel personnage évidemment, il y a tout l'accompagnement de la fin de vie, et de la fin de vie que l'on voit vraiment arriver parce que fin de vie en hôpital, maladie, etc., pas quelque chose de subi. Il y avait aussi une volonté de traiter ça. Est-ce que ce personnage-là aurait pu continuer à vivre ou est-ce que c'était une nécessité que... Oh, c'était une nécessité pour l'histoire. Mais maintenant, c'est vrai que ça fait partie de la vie et ça fait partie de... Il y a aussi bien... C'est vrai qu'en t'écoutant, je me dis, il y a de très jeunes enfants dans ce livre, mais il y a aussi une femme qui finalement va mourir aussi. Donc ça fait partie de notre quotidien à tous. On est tous... on côtoie tous toutes ces personnes. Donc voilà, ils ont leur place dans le roman. Alors, ce qui a changé entre les deux premiers et celui-ci, c'est que il n'y a pas de dédicace dans celui-ci. Si. Si. Elle est un peu cachée. Elle est un peu cachée, oui. C'est à Louis. Hein, oui. Voilà. À Louis, c'est mon mari. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est là quelque part. J'allais dire, en fait, quand on connaît un peu, oui. Et qu'on regarde les trois ouvrages, oui. Il y a presque un jeu de reconstitution du début de l'arbre généalogique. Tu aurais dû être psychanalyste, hein. Oui, c'est sa vocation, hein, franchement. Puisque dans le premier, c'est Aloïs et Chloé qui sont, on peut le dire, tes enfants. Et Chloé qui est là. Voilà. Oui. Donc, le second est à ta maman. Oui, parce que c'est avec elle que j'allais chez quoi. Voilà. Oui. Est-ce que, justement, il y a une réflexion en lien? Est-ce que tu te dis, tiens, c'est un livre que j'ai plus envie d'écrire pour mes enfants ou qui va leur parler? Non, pas du tout. Je sais pas comment on appelle, c'est pas la dédicace, mais je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref. Non, ça vient à la fin, au moment de la publication. Et c'était merci à Louis d'accepter que je consacre autant de temps à l'écriture enfermée dans mon petit bureau derrière mon ordinateur. Le soir, la nuit, le matin, la journée? Les week-ends, parfois des journées entières, pas le soir. Mais bon voilà, c'est une façon de dire merci. Alors, est arrivé alors en 2014 le plaisir que beaucoup de gens espèrent, hein, parce que le nombre de manuscrits envoyés chez les éditeurs ne cesse d'exploser, beaucoup d'envieux et très peu d'élus. Et tu as cette chance d'être publié
chez un éditeur français, puisque Zélige est un éditeur français, dans une collection qui s'appelle Vent du Nord et qui donc se veut une collection consacrée à la littérature belge, hein, parce qu'il y a Michel Torkens par exemple qui était venu ici, qui a été publié là-bas aussi. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment? Enfin, qu'est-ce que toi tu as ressenti? Est-ce que c'était un besoin? Est-ce que si tu n'avais pas été publié, est-ce que tu aurais pu continuer à écrire, à mettre dans les tiroirs? Ah oui, j'aurais continué, ça ne m'aurait pas empêché, certainement pas. Mais en tous les cas, je peux te dire que le jour où j'ai reçu un coup de fil, c'était sur ma boîte vocale, pour me dire j'ai lu votre livre, je suis intéressée, je voudrais le prendre. Ouf, là c'est extraordinaire. Hein. Mais ça a été très très long parce que cet éditeur était un monsieur déjà assez âgé qui habitait la France, Paris. Et entre le moment où il m'a dit ça par téléphone et le moment où j'ai pu le rencontrer, je crois qu'il y a eu 3 mois. Oh, c'était parce qu'il a postposé 2 fois les rendez-vous, donc quel stress, je ne vous dis pas. Mais c'est quand même une grande nouvelle quand ça arrive. J'ai du mal à y croire au début, mais ça fait du bien aussi parce que parfois c'est beaucoup de doutes aussi, c'est écrit, même si je travaille en atelier, c'est quand même un travail solitaire. Puis parfois je me dis mais qu'est-ce que je fous à écrire des histoires improbables avec des personnages invraisemblables au lieu de vivre, de m'occuper de ma vie de famille et d'aller dehors. Donc il y a du doute aussi. Et donc de sentir qu'il y a à un certain moment un éditeur qui croit suffisamment en vous que pour financer, parce que c'est ça aussi, quelque chose, je me dis bon ben c'est que ça vaut quand même, c'est que c'est pas trop de la merde, excusez-moi l'expression, mais c'est que ça vaut. Donc c'est du soutien. Et ça m'a beaucoup aidé. Alors, après, il y a, je trouve quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pas propre uniquement à ta carrière, mais c'est vrai que chez toi, c'est restreint, c'est regroupé sur 3 livres. C'est un changement d'éditeur. Oui. Donc, c'est un premier éditeur donc chez Zélige en 2014. Et puis, on a en 2016 chez Murmure des Soirs, qui est une éditrice basée dans la région de Liège. Ça, c'était en 2007. Et puis, on arrive chez M&O, qui est la maison d'édition de Gérard Adam. On a déjà reçu de nombreux auteurs de chez lui. Est-ce que dans ton ressenti, et ils ne sont pas là, donc on peut parler. On peut dire de mal, c'est ça. Non, mais est-ce que dans ton ressenti, tu penses que la personnalité de l'éditeur a une influence et a forgé d'une certaine manière le texte dans ce qui devait devenir abouti? Alors c'est 3 expériences vraiment très différentes. La première, j'ai eu pas beaucoup de corrections, mais j'ai eu très peu de contact avec mon éditeur du fait qu'il était à Paris, que c'était un monsieur qui avait des problèmes de santé, donc je crois que je l'ai vu 2 fois en tout et pour tout, et donc les choses se passaient par mail. Avec Méo, mon 3e éditeur, je trouve que j'ai beaucoup de chance. D'abord parce qu'il est bruxellois, que je suis bruxelloise aussi, donc on peut se rencontrer, on se rencontre régulièrement, qu'il m'a vraiment fait faire un vrai travail d'édition avec des corrections dans le texte, pas tellement au niveau du fond, mais au niveau de la forme. Il y avait des choses qui étaient redondantes, qui n'étaient pas utiles, et quand il m'a montré ça, je me suis dit, mais oui, c'est évident en fait. Donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris en travaillant avec lui. C'est aussi quelqu'un qui, je trouve, me donne beaucoup de soutien parce que c'est un éditeur, et ça je voudrais quand même le saluer. Il n'est pas là ce soir parce qu'il avait autre chose avec un autre de ses auteurs, mais il soutient ses auteurs, il les fait connaître, et je trouve que ça c'est vraiment important parce que ma seconde expérience, qui était Murmure des Soirs, qui était une chouette éditrice, mais avec très peu de moyens. Le livre est peu distribué, voire mal distribué, et je trouve qu'en tant qu'auteur, aller vendre sa soupe, c'est l'horreur, c'est pas mon boulot. Et donc sentir ici d'avoir un éditeur qui donne du soutien, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Alors, pour l'écriture aussi, pour le moment tu n'as fait que du roman. Oui. Est-ce que tu as déjà songé, est-ce que tu es peut-être même déjà en train de travailler sur une autre forme? Parce que quand on lit tes livres, ils ont quand même une écriture très cinématographique. Oui, mais c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Parce que beaucoup de dialogues, oui. Des histoires évidemment ancrées au niveau géographique, oui. Des personnages, alors, parfois un peu caricaturés, mais pas dans le mauvais sens. Hein. Oui. Et donc voilà, on se dit, est-ce qu'il y a une volonté de faire évoluer
ton écriture, de par exemple se dire que la prochaine fois tu fais un super polar ou du théâtre Je n'en sais rien. Un polar, ça me semble difficile parce que je pense qu'il faut vraiment construire depuis le début, histoire que ça tienne la route. Et je ne suis pas sûre que j'ai envie de faire cet exercice-là, en tous les cas pour le moment. Mais parce que pour l'instant, je travaille sur encore un autre roman, mais c'est certainement pas un polar. Non. D'accord. Il y a aussi, quand j'ai lu les 3 livres, Tu as relu les 3 livres? j'ai relu les 3 C'est livres. extraordinaire. Il y a la question de la gémellité. Parce que dans le premier, il y a des jumeaux. Ah oui. Et dans le dernier, il y a également, dans le premier, c'est Jane qui a une sœur jumelle. Oui. Et dans le troisième, c'est Tristan et Nathan qui sont des enfants en bas d'âge jumeaux. Est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que c'est la possibilité d'avoir presque son double, en tout cas physiquement, et de pouvoir se comparer ou de devoir se différencier justement? Écoute, je pense que je vais devoir m'allonger sur le divan chez toi parce que vraiment, ce que tu dis c'est tout à fait juste, mais je ne sais pas pourquoi c'est là. Je ne me suis jamais posé la question. Il faut aller voir un psy. Ben oui. Alors, moi j'ai relevé dans Échange risqué une phrase que tu te souviens peut-être plus avoir écrite, mais que je trouve intéressante et dont je voudrais te proposer de la commenter. Page 107, tu as écrit « La vie est un cirque ». Ah bon? Tu te rappelles qui dit ça? Je pense que c'est Jane qui dit ça. Oui. Je vais te lire l'extrait comme ça, on va recontextualiser. Donc on est sur un dialogue et Jérôme mentait. Au fond de lui-même, il aurait aimé que Misty radote que son père ne soit pas une crapule, comme son copain le lui serénait régulièrement. Mais un type comme tout le monde qui, oui, magouillait bien un peu, mais rien de grave, des trucs sans conséquence. Jane repliait une jambe sous elle. Jérôme avait soudain l'air d'un gamin. Un gamin de 5 ans qui aurait perdu son ours en peluche. Il se mordait la lèvre et jetait des regards obliques, tantôt dans sa direction, tantôt vers la porte de sa chambre. « Tu attends quelqu'un » Comme il répondit par un grognement, elle ajouta « Ton frère Gilles, ça risque pas. » Un petit point. Monsieur bosse à Singapour, un job dans la finance. Un klaxon strident se fit entendre dans la rue. « Tu n'as pas l'air de le porter dans ton cœur. Bien vu. » Jérôme avait aboyé, elle frissonna. Une tension soudain dans l'air lui disait que le terrain sur lequel il s'aventurait devenait glissant. « La vie est un cirque, ajouta-t-il. » Qu'est-ce que je dois dire là-dessus? C'est justement, Oui. dans tes livres, il y a l'effet de groupe. Si tu reprends tous tes ouvrages, dans le premier, Jane travaille au musée royal de l'Afrique. Oui. Avec des chercheurs, il y a des connexions, des relations qui se mettent en place. Dans le deuxième, il y a toute la sphère du salon de coiffure et du lavomatique. Et dans le troisième, on est en plein dans le cabinet du psy, des petits sous, des sportifs qui claquent. Est-ce qu'il y a cette notion de cirque, quelque chose qui grouille, qui est vivant, avec des clowns heureux, des clowns tristes Oui, on peut le voir comme ça, effectivement, c'est chaque fois des univers avec des personnages, avec ce qu'ils veulent bien montrer d'eux, et puis ce qu'on va parfois découvrir qui est peut-être très différent de ce qu'ils montrent, les faux semblants, les apparences, ce qui peut se tramer entre les personnages. Donc on peut regarder ça comme des pièces de théâtre, qu'on aurait un point de vue méta. Oui, on peut regarder ça comme ça aussi. Alors est-ce que tu travailles sur plusieurs livres en même temps? Ah non, ça c'est impossible. C'est totalement impossible, impossible de switcher d'en avoir trois. Ah oui, oui. J'ai essayé, ça va pas. Donc si tu as des idées qui arrivent pendant l'écriture du livre sur lequel tu es, tu te bloques complètement, tu récupères quand même une piste de sortie pour les griffonner. Non, je griffonne pas, non. Une fois que je commence, alors je suis vraiment dans le bouquin et je vais jusqu'au bout et puis après ça, hop, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler et je passe à autre chose. Mais j'ai pas d'idée sur d'autres choses en amont, non. Et actuellement, tu es en écriture.
Mais oui, ça c'était vraiment une expérience difficile cette année-ci, parce que j'ai commencé un atelier d'écriture en septembre, et qu'en même temps, j'avais ce bouquin-ci qui allait, donc Angelo, le truc du psy, là, qui allait sortir. Donc j'ai dû relire les épreuves, faire quelques modifications. Donc là, effectivement, j'étais sur deux choses, et j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Donc j'ai un peu laissé de côté mon nouveau projet en me disant j'ai du mal à me concentrer là-dessus quand je suis en train de revoir des textes que je dois fignoler. Donc voilà. Et ce sont mes limites. Ton rapport avec tes livres finis, oui. Il est comment? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de te relire? Est-ce que quand tu vas en librairie, tu demandes, tiens, est-ce que vous avez un peu un curieuse. livre Non, je suis un peu sur la pointe des pieds. Mais oui, j'ai relu il n'y a pas longtemps Un échange risqué. Je l'aime toujours autant. Et je redécouvre en fait des choses que j'avais écrites, que j'ai complètement oubliées. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Sinon, oui, voilà, le dernier Angelo, je l'ai relu plusieurs fois et je dois dire, il me fait toujours autant rire, parce que j'ai ri en écrivant, mais je ris, alors c'est peut-être un peu, je sais pas comment dire, mais particulier de se dire de rire de ce qu'on a écrit soi-même, mais c'est un fait, donc il m'amuse toujours autant. Ça veut dire que tu arrives à devenir ta propre lectrice? Peut-être. Et je me dis, mais où est-ce que j'ai été chercher ce truc de lui faire ça, c'est incroyable. Et ça m'amuse parce que je le vois dans cette situation un peu burlesque. Et ta relation au personnage, quand tu termines d'écrire un ouvrage, est-ce que tu es comme certains auteurs qui parlent presque d'un deuil, d'une séparation, d'un monde qui se crée? Est-ce qu'ils t'ont servi le temps de l'écriture et ils restent couchés dans les pages de papier, mais ça ne vient pas réinterférer? Est-ce que, par exemple, tu disais que tu as lu Un échange risqué dernièrement, est-ce que tu pourrais imaginer faire une suite ou reprendre un personnage et repartir sur... Non, j'ai pas pensé à faire ça. Non, j'imagine pas. Je pense que j'ai chaque fois envie d'aller vers quelque chose de tout à fait nouveau, qui me surprend et qui m'emmène sur des lieux improbables. Donc je crois que j'aurais l'impression de refaire du réchauffé, ça ne me plairait pas. Ok. Et un livre sans Bruxelles, sans psychologie? Sans psychologie, mais je pense que ça c'est quasiment impossible parce qu'on a tous une psychologie. Or, j'ai pas tellement l'impression de parler de psychologie dans mes Non, c'est le cadre, hein, c'est oui, le fait qu'il soit psychologue, voilà, qu'il y ait un cabinet, etc. Mais c'est vrai qu'après, vous n'allez pas trouver des grandes tirades. Et puis, il n'est pas fait un psychologue pour lui-même, hein, il est un peu à côté de ses pompes. Donc, je pense qu'effectivement, les personnages, il faut qu'ils aient un minimum de psychologie pour que quand on écrit sur eux, ça soit cohérent, leur action soit cohérente avec quel genre de mental ou d'esprit ils ont. Donc je pense que là c'est inévitable. Bruxelles, mais j'ai écrit quelque chose sur l'Australie, mais c'est dans un tiroir, peut-être que je vais le reprendre. Je dis bonjour à ma fille qui a habité là-bas, ça m'avait inspiré. Peut-être qu'un jour je continuerai. Et est-ce que, comme tu es publié, donc tes livres ne t'appartiennent plus totalement, puisque tout un chacun peut le lire, le relire, est-ce que tu as une attente par rapport au fait que le livre aille vers le lecteur, qu'il prenne sa place? Est-ce que tu as, comme certains, j'ai rencontré des auteurs qui parfois pensent déjà à la postérité, ils en sont qu'à 3 livres, qu'ils pensent déjà à ce que ça pourrait être après, ou est-ce qu'une fois que c'est fini et c'est plus... Parce qu'on a parlé de ton rapport avec les éditeurs, moins avec le rapport lecteur qui finalement est la grande partie du travail. Une fois que c'est sorti, il faudra que le livre... C'est une expérience particulière parce que ce que je ressens, finalement, c'est une certaine fragilité. En ce sens que voilà, j'ai écrit ce qui me venait et tout d'un coup, c'est être exposé au regard des autres. Il y a des personnes qui vont aimer, il y a des personnes qui vont trouver que c'est bof. Et malgré tout, ce que je vérifie, c'est que je me dis, tiens,
je suis un peu toute nue d'une certaine façon. Ça me fragilise et je fais cette expérience-là. En même temps, c'est chouette, ça fait partie du processus. Et en même temps, voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu inconfortable, mais en même temps, c'est aussi excitant. Donc voilà, c'est un Tu peu lis les les deux. papiers qui sont publiés sur tes livres Oui, oui, oui. et tu arrives à avoir le détachement, tu vas dans le droit de réponse. Mais ce que j'ai lu, ça me touche. Et en même temps, même si c'est une critique négative, ça ne m'empêche pas de continuer. Puis j'entends, ou je lis, ou je peux parfois être d'accord aussi. Donc je pense que je suis assez... je veux rester assez modeste. Je suis assez modeste dans mon écriture. Voilà. Donc, Est-ce que la panne d'écriture te fait peur? Par exemple, s'il devait ne pas être... Parce que donc, ça c'est acquis, tu en as sorti 3. oui, Si le 4e, s'il n'est pas totalement écrit, ne devait pas s'écrire, oui. ou s'il s'écrit mais que tu ne trouves pas soit ton 3e éditeur qui te reprend pour la suite, soit un 4e, est-ce que ça serait quelque chose pour lequel ça te chagrinerait, ou du moins tu te sentirais un peu bousculé, ou est-ce que ça vient au fur et à mesure et chaque chose prise est une J'ai chose envie de prise? dire, je verrai bien. Je ne sais pas te dire ça maintenant. En tous les cas, je sais que j'ai envie de poursuivre, j'ai envie de continuer, que ça m'apporte du plaisir. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu écris? Et en fait, ce qui me vient, c'est quelque chose en moi qui m'appartient et que personne ne peut m'enlever. Je vois ça un peu comme une ressource, qui est, je pense, le travail de quiconque qui fait de la création. C'est avoir un plaisir. Quoi qu'il arrive dans la vie, je sais que je peux prendre un bout de papier, un crayon et écrire. Et ça, c'est un sentiment de... C'est une ressource, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Et donc, ça, j'ai pas envie de lâcher. Maintenant, éditer ou pas éditer, je trouve ça très chouette d'être édité. Et tant mieux si ça peut continuer. Et puis, si ça s'arrête, ça s'arrête. Voilà. Une actualité prochaine, si ce n'est la promotion d'un amour de psy. Est-ce que tu envisagerais par exemple un jour de donner des ateliers d'écriture? Parce que Non, parce que en passer fait, de l'autre côté de la barrière. Oh, je pense que ça doit être très chouette, mais comme je travaille comme psy, je m'occupe déjà d'animer des groupes aussi, des choses comme ça. Donc là, écrire, ça c'est vraiment pour moi, pour mon plaisir. J'ai pas envie de animer des groupes et tout ça, non. Ok. Est-ce que éventuellement il y a des questions? Je peux? Oui, tu peux, Jacques. Moi, je suis très surpris par la manière d'Anne de parler d'Angelo. Elle dit qu'il n'est pas psychologue, elle dit qu'il est plein de contradictions, or pas du tout. Ce que je trouve fabuleux dans le livre, c'est que justement, une femme, en l'occurrence toi, Anne, a pris aussi bien en charge la psychologie masculine. Peut-être qu'il y a un petit peu de facilité, on est de psy à psy, mais quand même, je trouve que tu as rendu un personnage masculin de manière magistrale. Et je trouve pas qu'il... d'entendre ça. Non, mais bon, je te le dis franchement, il y a des témoins. Mais je trouve que, pour moi, j'aurais des petits reproches à faire à ton livre, mais je te les ferai en privé, cela. Mais je veux dire que Angelo, il n'est pas dans la contradiction. Il a des systèmes il rebondit, il fait de l'humour, il fait une farce, ou bon, il fait des choses comme ça, mais il est lui-même, il n'est pas dans la contradiction. Le personnage est complètement cohérent dans ses actions. Maintenant, évidemment, il est tenu à un certain nombre de faits qui lui tombent dessus, mais comme tout un chacun, je veux dire. Et puis, il a ce type de réaction. Mais à mon avis, il n'est jamais perdu. Et peut-être même qu'il a
avant même peut-être des choses qui pourraient paraître contradictoires, il a des approches, je veux dire, ce qui se passe avec Béatrice dans le fil du roman se passe de manière un petit peu voyeuse, entre deux mots, mais très naturelle, mais il n'empêche que le terrain est préparé. Donc la rupture qui va s'établir n'est pas du tout une contradiction. Moi, je trouvais que c'est... enfin, je veux dire, je te dis, peut-être tu changeras ton point de vue sur lui quand tu en parleras, mais pour moi, dire qu'il n'est pas psychologue de lui-même et qu'il est en contradiction, ça n'apparaît pas quand on lit le livre. Peut-être ce que j'ai voulu dire, parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ce que j'ai voulu dire, c'est que dans sa posture de psychothérapeute, il pose des actes qui sont totalement qui ne sont pas déontologiques. Et donc en ça... Ça c'est autre chose. Oui, c'est peut-être en ça que je voulais parler c'est clairement dit dans le roman, et d'ailleurs, il en est pleinement conscient. Oui. Hein? Donc enfin, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Oui. Voilà. Mais je veux dire que le personnage d'Angelo, psychiatre, traite des patients de manière tout à fait correcte pour ce qu'on envoie des personnages secondaires, et effectivement, il ne se traite pas lui-même comme s'il était à la fois l'auditeur et l'allongé sur le divan, clairement. Mais il n'a pas à le faire, je veux dire, il est lui-même, il n'a pas à avoir cette ubiquité, et donc, effectivement, ce que tu nommes contradiction, pour moi, n'en est pas. Voilà. Merci, Jacques. Je t'en prie. Éventuellement, une autre question. Oui, Nancy. Nancy, je vois. J'avais envie, c'est pas une question, mais juste, j'étais impressionnée par ton processus de créativité. Que c'est tellement naturel, c'est fluide, et tu dis je réfléchis pas, je veux pas essayer et en fait, ça a un impact très puissant, parce que paradoxalement, tu dis voilà, ça sort comme ça, mais ça parle de choses très, très graves et très sérieuses et très subtiles. Et tous ces liens, probablement ça sort d'une façon inconsciente, mais finalement, je trouve que le résultat est quelque chose d'assez élaboré. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, ces deux choses-là. On sent... voilà. On l'a vu au cours de la promenade dans ton œuvre, il y a beaucoup de choses à décoder, à analyser, d'abord lire pour le plaisir. Tout doucement, on va aller vers la fin de cet entretien. Je dirais que c'est un livre qui doit être lu pour après vraiment pouvoir en parler, réfléchir. C'est un livre aussi qui habite. Donc quand on a fini de le lire, on décompte quand même un peu. On se dit heureusement qu'il y a eu ça. Ou on se dit ça c'était peut-être pas ce que j'aurais voulu. Donc un conseil, lisez-le. Anne en a quelques-uns avec elle, elle nous fera le plaisir de faire une dédicace. Et tu es venu plusieurs fois dans la salle, donc tu sais un peu comment se termine la fin. Oui, mais j'ai oublié. C'est en fait, ce sont les mots de la fin. C'est quelque chose qu'on aurait dit et que tu réalises maintenant et que tu te dis mais je voulais pas du tout dire ça, et de pouvoir corriger l'angle de dire, c'est de rajouter quelque chose qui n'a pas été dit, c'est éventuellement ne rien dire. C'est vraiment quelque chose où tu t'es dit en arrivant, tiens, j'espère qu'au final je vais pouvoir parler de ça, et puis que peut-être qu'on n'en a pas parlé et que tu te dis, je voudrais comment en parler. Peut-être simplement vous remercier d'être là parce que je suis très touchée, et c'est vrai que autant mon second roman j'ai eu très peu de contact avec les lecteurs parce qu'il a été peu distribué, il y a eu peu de soutien à ce niveau-là, et que donc pour moi être ici avec vous ce soir, eh bien à la fois je me sens assez vulnérable et en même temps très soutenue, et donc c'est quand même un moment de grand bonheur. Donc je voudrais te remercier François-Xavier ainsi que Willy
de m'avoir fait cette proposition, non pas d'être sur un divan, mais sur un tabouret, de faire la vitrine de la place Fernand Coq. Donc un tout grand merci à vous. Je vais juste en profiter de conserver le micro pour faire l'annonce du programme de la fin de saison. Et il y a des liens avec toi d'ailleurs. Donc le jeudi 4 avril, nous allons recevoir sur le tabouret Tito Dupré, qui est ici présent. Tito a fait des études de journalisme et communication à l'IEX. Il a été réalisateur, il est prof de morale, de citoyenneté, philosophie, citoyenneté. Il est chroniqueur au Carnet des Instants, donc c'est aussi une expérience autre que blogueur. C'est déjà écrire pour une revue, et le Carnet des Instants, c'est quand même une institution dans le milieu des lettres belges. Et puis surtout, il va venir nous parler d'un nouveau projet qu'il est en train de lancer, qui s'appelle la Librairie Belge, qui est une librairie numérique en ligne qui ne vend que du belge. Et ça va être l'occasion de parler de toute l'édition belge depuis le début, les éditeurs, les libraires, les circuits, les lecteurs, les chroniqueurs, et de se rendre compte finalement que si tu as créé ça, c'est qu'il y a de la demande, mais qu'il y a aussi des rouages qui fonctionnent un peu moins bien. Donc on va vraiment prendre le temps de s'intéresser justement à ce qu'on parlait avec Anne. Une fois que le livre est publié, c'est bien, mais si c'est pour rester sur des palettes au fond du garage de l'auteur ou de l'écrivaine, c'est un peu plus triste. Donc ça, c'est jeudi 4 avril. Le jeudi 9 mai, on va recevoir Ronny de Masner. Donc Ronny de Masner a fait des études de bibliothécaire documentaliste. Il est bibliothécaire depuis plus d'une décennie à la bibliothèque communale de Saint-Josse. Il est écrivain, il sort notamment un livre de ces jours-ci, il est sorti à la Foire du Livre chez Éléments de Langage, qui est le comptoir éditorial indépendant de Nicolas Chieuse, dont Jack est aussi publié là-bas et était venu se mettre sur le tabouret. Il a participé au dictionnaire Rimbaud, enfin il fait énormément de choses, et il fait notamment de l'interview littéraire, puisque l'été, vous êtes peut-être déjà allé vous promener sur cette péniche embarquée lire qui part du Québécois et qui longe Bruxelles-les-Bains. Et donc avec lui, voilà, on va parler de nouveau de tout ce monde de l'édition, en tant que bibliothécaire dans son cas, en tant qu'auteur dans son cas, en tant que chroniqueur aussi, puisqu'il fait aussi il a fait des chroniques au Carnet des Instants. Donc ça sera le jeudi 9 mai. Et alors on terminera la saison le jeudi 6 juin avec Pierre de Mulenard. Pierre de Mulenard a été pendant un certain temps libraire chez Tropisme, et puis il y a à peu près 10 ans, il a lancé des éditions On Lit. On leur doit notamment le roman Rosa de Marcel Sel, La femme qui chante de Jacques Richard, qui était venu sur le tabouret, le poney volant de Isabelle Wéry, qui est sorti notamment à la Foire du Livre aussi. Et donc voilà, là on aura vraiment un éditeur avec toute la question et toute la problématique. Vous avez peut-être entendu au moment juste avant la Foire du Livre qu'un éditeur, Christian Lutz, pour ne pas le nommer, a écrit une lettre ouverte à la ministre se plaignant que sa maison d'édition n'allait pas tarder à mourir par manque de subsides. Et donc c'est toute la question de certains éditeurs en francophonie, en Belgique, ont l'air d'être très contents de publier beaucoup par rapport à leur structure, de se porter bien, et d'autres sont quasiment à l'asphyxie. Donc voilà, ça sera vraiment toute la question de nouveau du monde éditorial, mais vu du point de vue de l'éditeur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, vous dire que bien sûr vous recevrez toutes ces informations par mail en temps voulu, et vous rendre Anne Duvivier que j'ai eu pendant 1 heure et que je vais rendre aux gens qui sont venus pour la voir. Et bravo pour la qualité. Bravo pour la qualité de la préparation d'entretien par François. Oui. Thank you.